Alors, Léonard Lassagne, de l'agence Data Architect, puisque vous avez la parole, gardez-la. Vous nous parlez ce soir donc, du centre de tri de la Porte de Pantin, un bâtiment discret, assez léger, très élégant et qui se situe dans un contexte assez particulier. Je vous laisse nous le présenter. On est sous le périphérique, on est vraiment à la Porte de Pantin, à la Porte de Pantin. Tout à fait. Alors, particulier à plusieurs titres. Particulier tout d'abord pour le site qui est extrêmement singulier. C'est-à-dire que nous sommes en fait Porte de Pantin, sous le boulevard périphérique, au pied de la nouvelle philharmonie imposante et très belle de notre ami Jean Nouvel, à côté de la Cité de la musique d'un autre architecte de renom, Christian de Porzampar. Et donc c'est un site qui est finalement une parcelle que nous voyons ici sur cette photo, qui est à la fois un dessous, un dessus, puisque nous sommes aussi construits, cette parcelle pardon, est aussi au-dessus d'une bretelle souterraine du périphérique, et que nous sommes bordés de voies sur 4 faces. Donc c'est vraiment un site d'infrastructure, et c'est un site qui est resté très longtemps, comme tous ces lieux un petit peu d'une certaine manière en déréliction, un délaissé urbain. Et donc la ville de Paris a lancé en 2012 un concours d'architecture, sur lequel ils avaient retenu plusieurs équipes, pour la construction d'un centre de tri qui, d'une certaine manière, bien sûr, c'est un équipement utile pour les Parisiens, pour qu'ils puissent amener leurs objets encombrants et tous les matériaux qui peuvent ensuite être triés avant d'être éventuellement valorisés et recyclés dans d'autres sites hors de Paris, mais également dans l'idée et la stratégie de valoriser des espaces non qualifiés. Voilà, donc c'était un peu une visée un petit peu double. Et pourquoi je disais tout à l'heure que c'était un petit peu particulier, un petit peu singulier, c'est que donc il s'agissait d'un concours en 2012. Nous avons gagné le concours avec l'agence, avec un projet qui n'a rien à voir avec ce que je vais vous montrer. Donc là, c'était quand même un petit peu particulier, c'est qu'on avait, parce qu'on avait une sorte de fantasme un peu des sous-faces d'infrastructures américaines où on voyait des mecs un peu costauds qui jouent au basket dans des trucs grillagés. On trouvait ça quand même extraordinaire, ces côtés un peu playground. Et donc on avait conçu, en tout cas au concours, le centre de tri un peu dans cet esprit de quelque chose très métallique, grillagé, donc qui n'avait vraiment rien à voir avec ce que je vais vous montrer plus tard. Donc on a gagné le concours, c'était très très bien. Et première réunion de lancement, on rencontre les équipes de la ville, direction de l'architecture, et surtout les futurs utilisateurs qui étaient la direction de la propreté et de l'environnement. Et ils nous disent, bon c'est très bien, vous avez gagné, félicitations, mais malheureusement on ne peut absolument pas faire ce projet. Parce qu'on ne peut pas imaginer avoir une clôture grillagée pour des mesures de sécurité, pour des raisons de sécurité, ce n'est pas possible. N'importe qui vient avec un gros sécateur coupant ou une grosse cisaille peut s'introduire dans un site qui est quand même un site avec organisé autour d'un process industriel, et n'importe qui pourra venir en gros piquer des matériaux à l'intérieur. Donc ils nous ont dit bravo, mais il faut faire autre chose. Et donc, ce qu'on avait essayé de faire à l'origine, qui était de contourner un peu l'objet du concours, qui était en fait de créer une clôture pour un process industriel. Donc nous, on avait imaginé beaucoup d'autres choses. On a dû revenir à cette question-là, et donc à la question du mur. Et donc, on s'est posé assez vite la question de savoir de quelle manière on pourrait envisager ce mur, cette clôture, et pour cet espace de tri. Et là, on a commencé un peu à réfléchir sur les matériaux, comment le constituer, qu'en faire, et comment lui donner une image la plus valorisante possible, et comment déjà, d'une certaine manière, entamer la transformation de ce dessous. Et on est arrivé très vite à la question déjà dans un premier temps, de dessiner quelque chose d'un petit peu tendu, et de passer beaucoup de temps sur le dessin. Là, c'est ce qu'on voit, là, par exemple, sur le plan. C'est-à-dire qu'en fait, un centre de tri, c'est extrêmement simple. Il s'agit d'une plateforme en hauteur sur laquelle on entre et on sort avec un véhicule, on monte et on descend. Il y a des bennes, on met les bennes dans nos déchets et nos choses à trier dans les bennes adéquates, et on ressort du site. Donc finalement, c'est très simple, c'est une plateforme. Et donc il y a la question principalement d'une clôture. Sauf que cette clôture, elle est particulière puisqu'elle est sous le boulevard périphérique, et elle doit un petit peu se glisser comme ça sous les grosses piles du pont du boulevard périphérique. Donc on s'est posé la question donc, de cette clôture, et on en est venu à l'idée de le mur. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser dans l'idée du mur? C'est l'idée peut-être de la manière dont il est construit, et la question de l'appareillage qui nous semblait intéressante. On s'est dit le faire en béton, bon, ça ne nous branchait pas beaucoup, et puis on n'était pas très enthousiaste là-dessus. Et on avait découvert quelques matériaux qui nous plaisaient beaucoup, notamment des différents types de briques. Là, ce qu'on voit, ce sont des maquettes d'études sur lesquelles on avait travaillé au début.
Et on s'est dit que finalement, la brique pouvait probablement présenter pas mal de qualités, parce que la brique, on l'assemble, on l'appareille, on peut travailler des motifs, et on peut en travailler, comme ça a été présenté précédemment, on peut travailler sur sa nature, sur sa brillance, et on peut avoir une sorte de palette un petit peu infinie de tout cela. Et ce qui nous intéressait aussi, c'est que la brique, c'est quand même aussi un matériau assez standardisé, assez simple, ancestral, et je vais exagérer un peu, j'espère que je ne vais pas faire hurler mon voisin à côté, qui a un petit côté peut-être un peu banal, qui nous intéressait beaucoup, et en même temps le détourner pour lui donner un caractère extrêmement précieux, et voire même un petit peu sophistiqué, notamment dans le dessin et dans l'appareillage, ça nous semblait très intéressant. Et donc finalement, on a beaucoup travaillé donc, sur le matériau, fait beaucoup de recherches, et on était très intéressé notamment par la brique émaillée. Et en fait, l'émaillage, c'est une technique qui consiste à revêtir donc, ces briques de terre cuite d'une sorte de vernis un petit peu épais auquel on peut donner la teinte que l'on souhaite. En l'occurrence, c'était quelque chose de très lumineux et de très clair pour un projet en sous-face et dans un endroit un petit peu sombre. Et donc quelque chose qui est blanc. Et ensuite, ça passe dans un four. Et en fait, ça donne une sorte de grande brillance et une grande résistance aussi à ces briques-là. Donc ça nous semblait intéressant. Et on avait aussi découvert un autre matériau à ce moment-là, qui étaient des briques de verre, qui sont des briques pleines, c'est ce qu'on voit sur les photos. C'est comme une sorte de gros pavé en verre, mais qui a finalement la forme d'une brique. Et tout ça nous semblait assez intéressant parce que ce sont des matériaux pérennes, qualitatifs, dans un sens relativement durable. Et finalement, avec ces deux matériaux, briques de terre émaillées et briques de verre, on pourrait assez facilement travailler les assemblages et les appareillages. Pardon, je vous interromps juste sur cette brique de verre qu'on vient de voir. C'est un produit du commerce, c'est un produit qui existe ou vous l'avez fabriqué spécialement pour correspondre aux autres briques que vous utilisiez? Alors, c'est une brique du commerce, c'est un produit qui est fabriqué en Italie. Mais en revanche, ce qui était un petit peu embêtant, c'est qu'on voulait travailler sur des appareillages entre les briques de verre et les briques de terre cuite, mais ce sont deux produits qui n'ont pas les mêmes dimensions. Donc c'est déjà pas très pratique. Et donc finalement, comme les briques de verre, c'est un produit assez onéreux, on a gardé la dimension standard pour les briques de verre, et on a travaillé sur des briques de terre cuite sur mesure, calées sur la taille de ces briques-là. Et donc, on avait quand même aussi pas mal de contraintes, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la porte de Pantin, on est très proche de beaucoup de salles de concert, et donc en général, le moindre support vertical sert d'affichage pour des concerts au Zénith, etc. Donc en fait, dès qu'on crée une surface, dès qu'on crée un mur, on est soit tagué, soit on nous colle beaucoup d'affiches sur les revêtements. Donc ça, c'était un peu une problématique. Et donc, on s'était dit, tiens, les appareils de briques, c'est intéressant, on peut travailler des espaces en saillie, et si on donne suffisamment de relief, on imagine qu'en fait, il sera très compliqué de coller des posters. Voilà. Bon, là, on s'est dit, on a trouvé la bonne idée, on discute avec les services de la ville qui nous disent, ok, ça c'est très bien, le problème c'est que si vous créez des reliefs, ça va créer des prises, et en gros, les gens vont escalader pour aller voler des matériaux. Et donc, finalement, ce qui a été très long, c'est qu'on a travaillé beaucoup sur les appareillages, d'abord en maquette, etc., et exactement sur la taille des saillies, de manière à ce qu'il soit compliqué d'afficher, mais qu'en même temps, on ne puisse pas grimper de manière trop facile. Voilà. Et les autres qualités qui étaient aussi très importantes, c'est aussi le côté de pérennité de cette façade-là, qui est très exposée, dans un endroit peut-être pas totalement interlope, mais en tout cas qui peut être un peu le soir, un peu particulier. Et donc, il y avait aussi le risque d'être régulièrement tagué. Et c'est aussi pour ça que la brique émaillée et les briques de verre sont très intéressantes, parce que ce sont des surfaces très résistantes, qui ne se rayent pas ou très peu, qui sont, en cas de tag, facilement nettoyables et sur lesquels on peut utiliser d'horribles produits chimiques pour les nettoyer, sans pour autant en dégrader la qualité. Donc ça, c'était quand même aussi des contraintes extrêmement intéressantes. Donc après, on a commandé à l'agence des tonnes et des tonnes de briques, et on a beaucoup joué à monter des morceaux de mur et à travailler les différents appareillages, et jusqu'à ce qu'on arrive à un système dit de pose à l'anglaise. C'est ce que nous voyons... alors, c'est comment je vais vous expliquer pour que ce soit très clair. C'est ce que l'on voit sur le dessin en bas, c'est qu'en fait, on a une alternance et une quinconce entre des briques installées transversalement dans le sens du mur et des briques longitudinales. Et cette quinconce fait en fait ce que l'on voit aussi, puisqu'on travaillait sur les saillies des éléments,
Ce qui crée en fait ce sorte de motif un petit peu pied de poule, et avec des alternances entre des parties où on insère des briques de verre et d'autres où on a uniquement des briques émaillées. Voilà. Et l'intérêt aussi de ces briques de verre, c'était aussi, pour revenir à ce qui nous avait intéressé au tout début du projet, c'était aussi d'imaginer qu'il puisse y avoir pas forcément une transparence un petit peu directe entre l'espace public autour du centre de tri et l'intérieur, mais néanmoins qu'il puisse quand même y avoir un jeu de lumière, et la lumière qui traverse cette enceinte sur laquelle finalement il y avait quand même beaucoup de contraintes et dont on a bien compris qu'il fallait qu'elle soit quand même un peu infranchissable. Voilà, donc on voit un petit peu la manière dont les briques sont en saillie. Et donc la question du motif, question qui était importante, et la question, voilà, à partir d'un matériau relativement simple, par son traitement, par l'appareillage et par le jeu un petit peu graphique qu'on pouvait lui donner. D'ailleurs, on a travaillé là-dessus avec un designer qui s'appelle Joran Briand, comment on pouvait donner aussi un caractère assez précieux et d'une certaine manière un peu sophistiqué à une enceinte pour un centre de tri dans un espace qui était un ancien délaissé. Voilà, ça nous semblait quand même assez important. Et en tout cas, c'est un enjeu, voilà, du projet. Donc là, on voit des détails en plan de ces appareillages, et donc de cette quinconce entre deux briques et la manière dont on a aussi les briques qui font saillie, mais pas trop parce qu'il ne faut pas qu'on escalade. Quelques images du chantier. Là, on comprend à nouveau très bien la quinconce, au cas où les images précédentes n'étaient pas suffisamment parlantes. Donc on voit la manière dont l'appareillage est fait. Donc cet appareillage qu'on appelle à l'anglaise, et qui est donc une alternance entre, techniquement je crois qu'il y a un petit lexique, entre des boutisses, c'est-à-dire dans le sens transversal, et des paneresses, c'est-à-dire dans le sens longitudinal. Et donc, on voit comment on a monté ce mur. Et ce qui est aussi assez beau, je trouvais, dans la question de la brique, c'est que le côté aussi extrêmement manuel de la mise en œuvre. Parce qu'en fait, c'était un petit peu compliqué, parce qu'en plus de tout l'appareillage où on a des effets de saillie, etc., en plus, sur 3 des faces de ce mur d'enceinte, les façades sont légèrement galbées, donc c'était quand même un peu compliqué. On leur a vraiment rien épargné, mais ils ont quand même vraiment très bien travaillé néanmoins. Voilà, et on voit aussi toutes les difficultés un petit peu, notamment dans la question des pièces d'angle. On ne voulait pas avoir des... Parce qu'effectivement, quand on a, c'est pas un angle droit, puisqu'on avait des façades galbées qui se rejoignent en un point, donc c'était forcément un petit peu compliqué dans l'appareillage. Et il y a aussi tout un aspect un peu compliqué qui était lié à ce qu'on voit ici, c'est-à-dire l'interface entre ce mur et les éléments existants du boulevard périphérique. Là, par exemple, c'est une grosse pile en béton existante et on voit qu'on passe super limite quand même. Et on n'avait pas beaucoup de marge. Voilà. Et donc, finalement, c'était un peu compliqué en mise en œuvre pour l'entreprise, parce qu'effectivement, il y avait les murs galbés, il y avait tous les appareillages, il y avait les briques en saillie, et en plus, on était quand même relativement exigeant. Mais la vraie difficulté venait plutôt de ce qu'on peut deviner un peu sur la photo de droite, c'est que vous voyez une sorte de trait séparatif qu'on voit, il y a une sorte d'interruption d'une certaine manière dans la mise en œuvre des briques, et c'est un joint de dilatation. C'est-à-dire, je vais vous l'expliquer peut-être, qu'en fait, comme nous sommes construits, ces murs sont construits en partie sur du terrain existant, soit déjà de la terre un peu stable, soit des parties en remblai, c'est-à-dire plutôt un peu du tout venant qui a été un peu stocké là de manière un peu aléatoire, et aussi quelquefois le mur passe au-dessus du tunnel qui est en dessous. En fait, on n'a pas toujours la même nature de sol sur les linéaires des murs. Et donc, à chaque fois qu'on change de nature de sol, techniquement, on doit construire une sorte de bout de mur indépendant. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a ce joint ici qui font que les différentes parties sont dissociées entre elles. Pour qu'en fait, chacune va bouger d'une certaine manière différemment, puisque le sol est de nature différente. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Et quelquefois, sur un pan de mur, on a 3 ou 4 joints de dilatation. Voilà. Et voilà le résultat final, et notamment là on voit sur les images ce qui nous intéressait aussi beaucoup, c'était tout ce jeu aussi par rapport au côté un petit peu brutal, et je dirais même brutaliste de l'infrastructure du périphérique, ces très grosses piles et ces très grosses poutres en béton, l'idée d'avoir voilà, une sorte de, je ne parlerai pas de dentelle, peut-être pas exagérer, mais néanmoins quelque chose d'assez fin, d'assez précieux, d'assez brillant, assez lumineux, et où on voit un peu le jeu d'ailleurs de la brique de verre, où le jour passe au travers. Voilà, avec le côté aussi d'intérieur-extérieur qui nous semblait intéressant. Ensuite, à l'intérieur, le site, c'est quelque chose d'extrêmement simple, comme je vous l'ai expliqué précédemment.
Un centre de tri, c'est un process industriel, c'est très réglé. Donc il s'agit de plateformes, on monte, on descend. Il y a de très grosses bennes vertes dans lesquelles on met nos déchets. Et finalement, voilà, à l'intérieur, il y a une sorte d'univers un peu blanc, un peu précieux, avec quelques couleurs un peu qui semblent du coup, qui ressortent beaucoup. Le vert des bennes, le rouge des éléments de sécurité incendie, puisqu'il s'agit d'un site industriel, comme je l'ai dit précédemment. Voilà, et aussi avec ce côté aussi d'éclairage entre l'intérieur et l'extérieur, et finalement oui, un peu de dentelle quand même, et de transparence possible sous le boulevard périphérique. Je pense qu'on peut y aller, c'est clairement de la dentelle, malgré le contexte assez effrayant. Une petite question d'ailleurs par rapport à ce projet-là. Quand il s'agit de construire un centre de tri sous le boulevard périphérique, il y a du monde qui bataille pour décrocher un projet comme ça, ou alors vous êtes la seule agence à essayer d'en faire un petit peu quelque chose aussi sophistiqué? Alors, c'est quand même un projet pour un centre de tri porté par la ville de Paris, quand même, qui se veut ambitieux. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des moyens investis importants pour que de cet espace délaissé puisse émerger un espace le plus qualitatif possible et qui valorise aussi d'une certaine manière aux yeux des Parisiens le fait de trier et de valoriser ces déchets. Donc ça, c'était quand même aussi très important pour la ville. Donc ça, c'était, je pense, quand même... Du coup, on était quand même assez nombreux, je pense, à avoir envie de construire ce mur. Très bien. Mais la difficulté, finalement, je vais juste peut-être conclure un peu là-dessus, c'est un peu anecdotique, c'est que, paradoxalement, ceux qui étaient assez effrayés par le projet, par l'idée d'un centre de tri, parce que forcément, on n'imagine pas forcément un espace très qualitatif et très valorisant, c'était en fait toute la cité de la musique et la future Philharmonie, qui était quand même un petit peu concomitante en termes de chantier. Et on a été, à un moment donné, en cours de projet, convoqué à la demande du directeur de la Cité de la Musique qui avait fait pression auprès du maire du 19e, on a été convoqué pour aller rassurer tout le monde et leur expliquer qu'en fait, oui, ça pouvait être quand même pas trop mal et qu'il n'y aurait pas une sorte de dépôt d'ordures sous le périphérique devant le très beau parvis de la Philharmonie de Paris. Voilà. Donc on a eu une petite frayeur, mais en fait tout allait bien. Merci beaucoup Léonard Lassagne et bravo pour ce superbe bâtiment.